Bonjour à tous. De plus en plus complexe, la vie économique d'un pays ou d'une région nécessite des prévisions à moyen et long terme et des modèles de développement qui, loin de toute théorie théoricienne importée de loin, tiennent plutôt compte des réalités locales. Et construire des schémas adaptés au développement ou concevoir des modèles pratiques et réalistes pouvant apporter des solutions adaptées aux problèmes de la vie sociopolitique et économique requiert des outils fiables d'analyse que sont les mathématiques et les statistiques. C'est entre autres ce qu'on peut retenir de l'édition 2018 des travaux de la conférence africaine de la Société d'économétrie qui s'est tenue du 12 au 14 juillet dernier à Cotonou. Dans ce numéro d'Espace Éco, il sera notamment question du rôle ou de l'importance de l'économétrie dans le développement d'un pays, d'apprécier l'importance accordée par les pays africains à cette notion et d'analyser quelques recommandations issues de la rencontre de Cotonou. Mesdames, Messieurs, nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure de discussion. Nos invités, on les retrouve juste après ceci. Pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Léonard Ouatchikon. Bonjour. Bonjour. Professeur titulaire des sciences économiques et sciences politiques à l'Université de Princeton aux États-Unis. Vous êtes également le président de l'African School of Economics. Merci d'être avec nous. Grand plaisir. Également avec nous sur ce plateau, Casimir Péjor, qu'on ne présente plus. Bonjour. Bonjour, Crépi. Journaliste, vous êtes également le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie au Bénin. Merci d'être avec nous. Tout le plaisir pour moi. Je me tourne vers vous, professeur Ouatchikon. Dites-nous de façon pratique, qu'est-ce que l'économétrie ? Alors, d'abord, une fois de plus, merci de m'avoir invité. Bon, l'économétrie, c'est en fait l'utilisation des mathématiques et de la statistique dans l'analyse économique. Il faudra dire que lorsque vous prenez un cours d'économie, le plus souvent, c'est juste une description de concept. Qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Qu'est-ce que c'est que le marché financier ? Quels sont les différents secteurs de l'économie, la manufacture, l'agriculture, etc. Ou bien c'est des débats idéologiques. On dit voilà, il y a le capitalisme, le socialisme, il y a, disons, les institutions financières internationales qui dominent, etc. Les grands débats. Alors, de plus en plus, l'économie est devenue quelque chose de plus objectif. Et dans ce sens, on a besoin d'abord de saisir les réalités économiques par des chiffres et d'être en mesure de mesurer les progrès qui ont été faits et également de voir les différences qui existent en pays, entre régions, etc. Maintenant, ensuite, et plus important encore, on a besoin d'analyser la logique des réalités économiques. En fait, qu'est-ce qui explique qu'on a les crises ? Qu'est-ce qui explique que le taux de chômage a augmenté ? Qu'est-ce qui explique, par exemple, que voilà, la balance commerciale d'un pays a diminué. Et là, on peut aller saisir des variables qui sous-tendent ce changement-là. Par exemple, ça peut être la baisse du niveau d'éducation, ça va être le coût de change, etc. Donc, et le plus important encore, dont qu'on a besoin de faire de plus en plus, c'est la prévision. Et on peut savoir dans 10 ans, dans 15 ans, comment, d'abord où est-ce qu'on va être et comment y aller. Et sur cette base, de développer des modèles, des schémas, donc qui permettent d'y arriver. Alors, pour faire cela, on a besoin de plus en plus donc d'outils mathématiques et statistiques. Et les progrès qui ont été faits dans ce sens pendant les 40 dernières années dans le monde ont été extraordinaires. Au point où aujourd'hui, l'économie, c'est simplement l'économétrie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est économiste, il connaît des notions, ou du moins, il est ou bien un économétricien, disons, théorique, ou bien il est un économétricien pratique, appliqué. Donc, c'est pour dire que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment l'état de la recherche en économie, de la pratique, de la profession en économie que nous sommes en train de parler. Justement, quelle est l'importance de cette notion, l'économétrie dont nous parlons, dans le développement d'une nation, d'un pays ? Ouais, c'est devenu, comme j'ai expliqué un peu tout à l'heure, absolument indispensable. Parce que les réalités économiques d'un pays
sont de plus en plus complexes, que c'est impossible de pouvoir, comprendre ce qui se passe, faire des prévisions et faire des propositions à l'œil nu, comme on dit. On a besoin d'aide. De la même façon, par exemple, que de plus en plus, pour maîtriser donc, la cause des maladies et trouver des solutions, on a besoin de microscopes. On a besoin de réactifs pour savoir, en fait, pour distinguer donc, les types de microbes auxquels on a affaire, etc. Donc, pour revenir à ce que je dis, par exemple, c'est que pour voir, par exemple, sur quel levier il faut agir pour développer un pays, on a des ressources limitées et on a plusieurs alternatives. On peut dire, voilà, il faut construire les routes. On peut dire, il faut réformer les systèmes d'éducation. Il faut dire, il faut développer des campagnes donc, pour améliorer la qualité de la santé publique. On peut dire, par exemple, il faut par exemple, dévaluer la monnaie. On peut dire, il faut... Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, parmi toutes ces alternatives, lequel il faut choisir, on ne peut pas faire cela sur la base de... Ça ne peut pas être une devinette. Donc, il faut qu'on rende des données et qu'on mette, par exemple, et qu'on fait des analyses qui permettent de savoir comment les différentes variables agissent sur ce qu'on veut transformer, c'est-à-dire la croissance économique, etc. Et qu'on dise, voilà, sur la base de ces analyses que nous faisons, nous voyons que A, ce sont les routes, A, c'est l'éducation, A, c'est la monnaie, etc. Donc, c'est ce genre de travail, par exemple, que l'économétrie permet de faire. Et comme vous devez donc l'avoir constaté, c'est absolument indispensable. Malheureusement, les autres pays, donc l'Europe et l'Amérique en particulier, c'est devenu routinière donc d'utiliser l'économétrie, par exemple, pour faire des analyses et pour également faire les prévisions et proposer des politiques. Mais ce n'est pas encore très bien le cas ici. En Afrique. Voilà. Alors, Casimir Pédior, voilà une notion dont on n'entend pas parler souvent, mais qui apparaît fondamentale pour aller vers un véritable développement. C'est bien ça, Crépy, il faut le dire, le professeur, il a dit, et je prends le bout, enfin, la chute de son intervention pour dire que par ici, surtout en Afrique, on a été absent ces 40 dernières années parce qu'il a dit, c'est des notions qu'on a commencé donc pas à voir dans les documents. Il y a déjà un bon bout de temps, 40 ans déjà, au niveau donc des grands pays tels que les pays européens et les États-Unis qui aujourd'hui utilisent ça comme un moyen traditionnel pour véritablement mesurer un certain nombre de facteurs. Alors que ici, chez nous, en Afrique, on reste encore sur le superficiel. Vous voyez, dans nos pays, bon, on vient, on nous dit, écoutez, pour cette année, par exemple, le Bénin aspire à un taux de croissance de 6%. Bon, qu'est-ce que cela représente pour le citoyen lambda? Est-ce qu'une croissance de 6%, là, est-ce qu'il en sait quelque chose? J'ai même été trop loin déjà. On dit la loi des finances, le budget de l'État, il est voté, il est équilibré en recettes et en dépenses. Et que cette loi le citoyen lambda ne sait même pas à quoi sert la loi des finances dans un pays comme le Bénin. Aller au Niger aujourd'hui, quand on parle donc des politiques publiques, les populations semblent être étrangères du moins, à ces notions-là, tout simplement parce qu'ils ne se voient pas impliqués dans ces réalités. Et pourtant, c'est d'eux il s'agit. Donc, il faut aujourd'hui que les élites, les universitaires, les professeurs d'université, ensemble avec les étudiants et tout le corps, donc, puissent aujourd'hui ramener la notion même des valeurs économiques à la population. Et vouloir le faire, c'est utiliser donc le moyen très efficace qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis, en Europe et même en Chine. Aujourd'hui, quand vous parlez d'un pays comme la Chine, 1,3 milliard de population, où aujourd'hui le président de la République peut descendre au sein d'une famille pour s'imprégner des réalités et de la généraliser sur l'ensemble. C'est pour une façon de dire que nos pays en Afrique fonctionnent toujours sur l'improvisation. Sur l'improvisation, sur ce qu'ils appellent la politique. Excusez-moi du peu. Chez nous, c'est la politique. On pense que c'est la politique. Quelqu'un peut rester au coin de son bureau et dire, bon, écoutez, nous voulons, pour le compte de l'année 2018-2019, l'année scolaire, nous voulons donc donner des fournitures, gratuitement des fournitures aux élèves. Sans pouvoir mesurer, dire à la population, voilà le problème
que nous avons dans l'éducation. Et voilà pourquoi nous voulons donc désormais donner des fournitures. C'est peut-être que les parents, la pauvreté fait que les parents n'arrivent donc pas à donner des fournitures, à acheter des fournitures. Et donc l'État prend ça en charge. Alors aujourd'hui, on n'arrive donc pas à véritablement cadencer cette différentes intentions que le politique a chez nous en Afrique. Et donc, véritablement, il faut que nous allions copier cette expertise, encore que ce n'est pas une expertise qui nous vient de l'étranger, parce que le professeur Léonard Ouadjekon n'est pas un Américain, à moins qu'il nous confirme cela ici, c'est un Béninois. Et donc, il nous revient à nous donc de l'appeler pour voir dans bénéficier de son expérience. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, professeur, vous semblez approuver la description de Casimir Pédior qui parle de l'improvisation des pays africains. C'est ça. Non, mais c'est vrai. En fait, je crois que l'improvisation, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement au niveau du gouvernement, c'est aussi au niveau des entreprises, c'est aussi au niveau des familles. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez une famille, vous devez être en mesure, à la fin du mois, de savoir combien vous dépensez dans les cérémonies funèbres, combien vous dépensez pour la nourriture, combien vous dépensez. Et remarquez que d'un mois à l'autre, il y a un excès de dépenses dans les cérémonies que dans les autres. Et que pour le développement de votre famille, que vous avez besoin d'augmenter l'investissement dans les fournitures, etc. Au niveau d'une organisation, par exemple, vous devez savoir, par exemple, vous devez être capable de mesurer la productivité de tous vos employés, de tous vos secteurs de l'économie, de tous les secteurs de votre organisation, etc. Donc, et même aujourd'hui, être en mesure de savoir combien vous allez changer l'organigramme, comment vous allez changer la structure de votre organisation pour une meilleure utilisation. Parce qu'en fait, l'économie, c'est pas seulement pour la prévision financière, c'est pas seulement pour mieux gérer les ressources que vous avez, mais c'est aussi pour concevoir les schémas d'organisation, les schémas institutionnels dont vous avez besoin pour maximiser l'utilisation des ressources que vous avez. Et ça s'applique aux organisations publiques et privées, ça passe au gouvernement, ça s'applique également donc au niveau des familles. Donc, je pense que l'utilisation et l'apprentissage donc de l'économie. Maintenant, pour ajouter un peu à ce que M. Pédior a dit, le problème n'est pas seulement au niveau de la descente au niveau des populations. C'est-à-dire, c'est pas seulement expliquer aux populations, en fait, comment est-ce que l'économie, c'est quelque chose qui nous appartient à nous tous et qu'il faut être outillé pour voir clair dans les choses. Même au niveau des cadres, même au niveau de ceux qui s'appellent des économistes, les gens ne sont pas nécessairement outillés en économétrie. Il y a l'ancienne façon d'étudier l'économie, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est plutôt théorique, descriptive. Si vous avez besoin de savoir ce que c'est que la monnaie, vous allez sur Internet, vous savez ce que c'est que la monnaie. Aujourd'hui, on a plutôt besoin de savoir comment on doit prendre des décisions sur le taux de change, des décisions sur la gestion financière de votre maison ou de votre entreprise. Et ça, c'est les maths, c'est les stats qui sont absolument indispensables. Selon vous, l'économétrie est aujourd'hui la clé pour sortir de l'engrenage? Absolument, parce que ça rend les choses plus claires, ça rend les choses plus précises et ça permet de penser solution. Parce qu'au fond, un des grands problèmes que nous avons en Afrique, les gens prennent, disons, 90% du temps à se plaindre et 10% de chance à penser aux solutions. Ou bien, même lorsqu'on pense aux solutions, ça vient d'ailleurs. On pense que c'est le président qui a la solution, c'est le ministre qui a la solution. On ne pense pas que la solution peut venir de soi. Je donne un exemple. C'est-à-dire, au niveau de l'école, par exemple, il aura peut-être, il y a un résultat, il y a les résultats, disons, supposons qu'il y a un résultat négatif au niveau du bac. Donc, peut-être le taux de succès au bac a diminué. Alors on m'a dit, voilà, on n'a pas assez ceci, on n'a pas assez cela, bon, etc., etc. Mais dans le même temps, on va voir si, par exemple, l'investissement familial ou bien si les communautés, c'est-à-dire pas seulement la famille, parce que dans l'Afrique donc des années 60 où j'ai grandi, c'est pas seulement le père de famille qui contribue à l'éducation de son enfant, c'est la communauté, le village dans son entier, dans son ensemble. Alors, donc, on peut voir, face au problème, les solutions
Et les solutions, ça ne concerne pas seulement le gouvernement, ça nous concerne. Donc c'est pour ça que, et je suis entièrement d'accord avec lui, que connaître ce que c'est que l'économétrie en particulier, à quoi ça sert, c'est pas seulement pour les professeurs d'université, c'est pas seulement pour les gouvernants, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça que cette conférence dont vous avez parlé est très importante, pour montrer à tout le monde l'importance donc, de cette nouvelle approche donc, d'apprendre et d'enseigner l'économie. Nous allons revenir à la conférence dans un instant, professeur. Alors, Casimir Pédiora, dans un contexte où de nombreux pays en développement peinent toujours à adopter de bonnes stratégies économiques ou à mettre en place des modèles de développement fiables, le débat sur l'économétrie devient forcément une priorité. C'est une priorité et je crois même qu'au-delà de cette priorité, ça devrait être désormais inscrit au niveau de la Constitution de bon nombre de pays africains. Je précise que le débat sur l'Afrique m'intéresse à plus d'un titre parce que les autres pays ont quand même atteint un niveau de développement où on n'a pas besoin forcément de leur apprendre ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la notion d'économétrie doit être inscrite dans les fondamentaux même de la République pour que véritablement les acteurs, les politiques, les décideurs, ces leaders politiques puissent savoir quel est véritablement cet outil, à quoi ça peut servir. Vous savez, je vais vous donner un exemple. On a appris aux États-Unis qu'il doit avoir une situation inconfortable au niveau donc, de la pluviométrie qui va créer donc, un séisme. Mais je vous dis, sur un mois, on a sensibilisé la population, on a fait déplacer la population au point où lorsque le phénomène est venu, on a retrouvé environ 0 mort, si ce n'est pas les dégâts au niveau, donc, enfin, les dégâts matériels. Mais en Afrique, la dernière fois, plus précisément à Abidjan, un phénomène à 10 fois ou à 100 fois moins est venu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais on a dénombré des morts. Et parfois, on vous dit que c'est les dieux de l'eau qui se sont déchaînés parce que il y a des choses... Non, mais que vous avez fait. Que vous avez fait, que le taux d'assassinat ou bien les dieux ne sont pas avec le président de la République. Et parfois, c'est des cadres de l'administration, c'est des personnes qui ne peuvent jamais tenir un discours comme ça. Des superstitions. Merci. Ou bien, vous apprenez au Bénin, on veut construire une infrastructure routière. Et on vous dit qu'il y a un dieu, il y a un fétiche qui est là et qu'on ne peut pas déplacer. Parce que lui, il est là, on ne veut pas le déplacer. Et pourtant, il faut construire ça. Il faut dégager l'espace pour construire. Je donnerai pour exemple l'aéroport donc, de Glodjigbe où la population dit, il y a un fétiche là. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aujourd'hui expliquer des phénomènes économiques, des projets qui puissent apporter un bien-être à la nation. Il faut l'expliquer, mais dans un langage que les populations comprennent. Déplacez votre fétiche, mettez-le de l'autre côté, il va toujours vous protéger. C'est une façon de dire, nous ne sommes pas dans les prévisions en Afrique. Nous ne sommes pas dans les prévisions. Vous voyez, même la météo, le réchauffement climatique aujourd'hui apparaît en Afrique comme une colère des dieux, alors que les économètres ont déjà réglé la question. Enfin, ils savent au moins de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit. Et peuvent vous dire sur 10 ans, voilà la quantité d'eau qu'il faut, voilà les raretés, voilà les périodes. Et en conséquence, vous pouvez aller au champ ou bien vous pouvez aller dormir tranquillement et attendre quand la pluie serait là. Et aujourd'hui, mon grand-père ou ma grand-mère continue par dire au mois de janvier, il y aura pluie, au mois de septembre, il n'y aura pas pluie. Non, on a terminé avec ça. Nous sommes au 21e siècle et il va falloir. C'est pourquoi je dis la question de l'économétrie ne doit plus être une priorité. C'est inscrit désormais dans les fondamentaux, dans la Constitution et on en tient compte. Un leader veut venir, il doit tenir compte de ces paramètres-là. Il doit s'imbiber, il doit aller à l'école de ces spécialistes pour savoir ce que je veux. Est-ce que ça répond véritablement aux réalités? Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est justement pour contribuer à passer d'une économie telle que ça se pratique actuellement, c'est-à-dire fondée sur une certaine forme d'improvisation dans les choix stratégiques, à une économie basée sur l'utilisation de l'économétrie, que se tiennent de façon annuelle des conférences de la Société africaine d'économétrie. Alors,
la dernière en date, c'était du 12 au 14 juillet dernier à Cotonou. Professeur Anticon, que retenir de cette rencontre de Cotonou? Alors, merci. D'abord, il faut d'abord souligner que c'était une rencontre de calibre mondial. Il y avait des économistes ou des économétriciens venant de partout dans le monde, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Asie et un peu partout en Afrique. Et en fait, la deuxième chose qu'il faut souligner également, c'est qu'il faut compter un nombre croissant d'Africains, de jeunes Africains, qui sont vraiment des grands experts dans le domaine. Voilà. Donc moi en particulier, j'ai fait les mathématiques ici, donc avant de prendre un PhD en économie mathématique et en économétrie. Alors donc rencontre annuelle, et l'objectif, c'est d'abord de faire venir des grands noms. Donc dans ce cas, il y a eu le prix Nobel d'économie de 2007. Donc le professeur Roger Myerson de Chicago qui était là. Et puis on a fait des cours intensifs dans ce qui considère comme ce qui est vraiment la fine pointe de la technologie dans le domaine de l'économétrie, donc qui a été enseigné pendant 6 jours. Qui étaient les bénéficiaires de ces cours? C'était des étudiants de doctorat ou de master, de maîtrise 2, et des jeunes professeurs venant de l'Afrique tout entière. Donc en fait, on avait à peu près 70 participants et 35 étaient du Bénin. Donc c'était ça. Et la conférence elle-même abordait donc des thèmes les plus divers comme l'intégration régionale, les transports, l'éducation, etc., etc. Donc c'était vraiment un grand succès. Et comme je l'ai dit il y a plusieurs reprises, le succès, dont on va en parler peut-être tout à l'heure, de cette conférence, confirme le Bénin comme une des plateformes, peut-être même la plateforme africaine de l'économétrie. Est-ce que c'est pas un peu trop dire? Non, mais parce que nous avons ici l'école africaine d'économie, le African School of Economics, qui est quand même reconnue comme le leader en Afrique dans le domaine. Ça, c'est clair. Alors, peut-on dire que l'objectif de départ a été atteint? Oui, atteint parce qu'on a pu développer, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, on a pu développer un genre, disons, un éveil des profs d'université, des jeunes, à ce qu'on appelle l'économétrie. Parce qu'avant, on considère l'économie comme quelque chose de très théorique, abstrait, etc. Mais ensuite, c'est que lorsque vous connaissez un peu les maths, vous ne considérez pas la progression d'économie comme étant une filière viable pour vous. Vous connaissez l'ingénierie, la médecine, la biologie, etc. Alors maintenant, c'est devenu... Si vous permettez aux gens de savoir vraiment ce que l'économie moderne, l'économétrie, c'est, ça permet aux étudiants donc de s'impliquer. Et donc, j'ai déjà remarqué, donc, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Donc, beaucoup d'étudiants sont venus me voir pour dire « Ah, vraiment, je voulais faire l'algèbre, maintenant je vais faire l'économétrie. » Voilà. Donc, et c'est de ça qu'on a besoin. Et parce que... Et l'autre chose aussi qu'il faut faire, qui est très important, c'est au niveau des gouvernements, au niveau des entreprises privées et publiques, notamment au niveau des banques, des compagnies d'assurance, et leur montrer qu'ils ont besoin d'économétriciens. Parce que c'est important que les gens se disent que il faut créer des produits financiers. Si, selon le marché que vous avez, si vous savez que les gens ont taux de... Enfin, les gens ne remboursent pas aussi vite qu'il faut, qu'il y a des problèmes, etc. Il y a des modèles mathématiques qui permettent de créer des indices, et ceux qui répondent à ces indices-là, avec une certaine assurance, sans risque, vous le faites de près. Donc, les banques, les compagnies d'assurance ont de plus en plus besoin donc, des gens de ce genre. Et donc, si ce genre d'ouverture se fait, mais ça, c'est non seulement très bon pour les individus sur le plan professionnel, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives à nos jeunes, mais également, ça contribue au développement, non seulement dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Et donc, c'est pour ça que si on peut, comme on le fait déjà, si on peut commencer à faire connaître cette discipline-là aux gens, si on peut développer l'intérêt en cette discipline-là, c'est que un très grand pas a été fait. Et je pense que
si c'est cela l'objectif principal, il a été plus qu'atteint, quoi. Alors, comme principale recommandation issue de cette conférence, il a été suggéré que les gouvernants et les entreprises, aussi bien publiques que privées, investissent dans les jeunes qui sont intéressés par l'économétrie et qu'ils utilisent les talents disponibles sur place. Pourquoi une telle recommandation? Bon, d'abord parce que, en fait, on a un déficit donc d'économétriciens dans le pays et même en Afrique en général. En fait, même ceux qui ne sont pas des économistes, qui sont des sociologues, qui sont des historiens, qui sont des psychologues, de plus en plus ils utilisent les outils de statistiques donc pour des analyses plus rigoureuses, des analyses plus claires et plus rigoureuses. Donc, l'enseignement de la statistique doit commencer dès, disons même, le secondaire, à un niveau assez élevé. Et aujourd'hui, c'est rendu plus facile parce qu'il y a tellement de logiciels qui vous permettent de faire la statistique beaucoup plus facilement, comme le logiciel Excel, comme Stata, comme R, etc., que les enfants peuvent apprendre très facilement. Voilà. Donc, alors, par exemple, vous dites, je veux savoir si telle variable est liée à telle variable. Vous rentrez des données ici, même si c'est 20, que vous rentrez, c'est-à-dire 20 personnes ici, ou bien 20 unités ici, 20 unités là, il y a des techniques avec, en appuyant, vous savez, si la corrélation est de 0.5, 0.7, etc. C'est des exercices que les gens peuvent faire dès le bas âge. Alors, maintenant, il faut que l'économétrie soit enseignée au lycée et que ça fasse partie, par exemple, comment on appelle, du bac, quoi. Plus ou moins. Parce que ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que ça permet déjà dès le bas âge aux enfants de voir toute l'étendue de l'application des mathématiques. Parce que la raison pour laquelle ils n'investissent pas en maths, c'est parce qu'ils pensent que vous allez enseigner, si vous n'avez pas la chance d'aller dans une école d'ingénieur, c'est fini. Non, mais s'ils savent que même le sociologue, même l'économiste, même le psychologue a besoin pour son travail d'économétrie de l'économétrie et que les perspectives d'emploi sont élevées, dès le bas âge, les parents et les enfants vont s'inscrire là-dedans. Voilà. Et maintenant, donc, au niveau universitaire, il faut qu'on change les programmes de formation, donc pour que on enseigne l'économie tel que c'est enseigné à Princeton, tel que c'est enseigné en Europe, tel que c'est enseigné donc au Canada, etc. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque vous quittez, si vous voulez faire le doctorat aux États-Unis, le doctorat au Canada, les seuls qui arrivent à survivre, c'est les mathématiciens. En fait, si vous avez fait économie ici, vous avez fait le doctorat aux États-Unis, vous n'avez pas de chance. Vous avez des difficultés. Oui, parce que l'économie qu'on enseigne ici n'est pas en adéquation avec ce qu'on enseigne là-bas. Or, ce sont les gens qui ont fait les maths et la statistique avancée ici, voilà. Donc ça montre quand même que si on prépare déjà les gens ici au niveau universitaire à allier les maths, la statistique à l'économie, les chances même que ceux-là puissent d'abord bien faire ici et contribuer au développement, et s'ils ont comme ambition de faire de pièces dans les grandes universités, ils auront encore plus de chances de réussir et de participer donc disons au développement du savoir économique avancé sur l'Afrique. Donc je crois que je pense que la recommandation donc la principale recommandation c'est ça. Donc changer les programmes de formation, introduire donc l'économie, l'économétrie, la statistique dès le bas âge plus ou moins, utiliser donc les outils logiciels qui sont de plus en plus communs en statistique et c'est bon pour tout le monde, quoi. Voilà. Alors, Casimir Pédior, la rencontre de Cotonou suggère qu'on investisse dans la jeunesse intéressée par l'économétrie, une façon de dire que le capital humain, un bon capital humain de qualité, est un facteur incontestable de développement. Et je vais peut-être même vous surprendre. Vous savez, j'ai participé en tant qu'observateur lointain à cette conférence et lorsque j'ai mis en pratique un certain nombre donc, de facteurs, d'indicateurs de l'économétrie à cette conférence, vous savez ce que moi j'ai trouvé, c'est que il s'est posé un problème à nous Béninois qui parlons le français. C'est que cette conférence, par exemple, c'est des grands, c'est des sommités de la science donc, qui étaient là. Et le langage parlé était l'anglais, par exemple.
Et durant alors que ça se déroulait dans un pays francophone. Voilà un contraste. Enfin, ça paraît comme un contraste, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on a transcendé cette réalité il y a déjà plus de 2 siècles. Mais au Bénin, on est à côté, on est à un clin d'œil du Nigeria, qui rassemble aujourd'hui environ 180 millions, pour ne pas dire 200 millions d'habitants. Les Béninois sont incapables de parler le français. Et l'anglais. Du moins, l'anglais, excusez du peu. Sont incapables de parler l'anglais. Et donc, ceux qui étaient venus là, vous comprenez que ce n'est pas l'anglais de vous à moi que nous savons parler pour donc nous débrouiller dans les rues de Cotonou. C'est un langage beaucoup plus dans le jargon donc scientifique, c'est des termes de l'économie. Et donc, il ne vous revient pas seulement de maîtriser cet anglais qu'on avait déjà du mal à cerner déjà au pays. Donc, je me suis dit, mais comment on peut être à côté d'un pays comme le Nigeria et ne pas penser un seul instant que le Bénin doit désormais ajouter au français l'anglais. L'anglais aujourd'hui doit être inscrit dans la Constitution. Il y a un débat la dernière fois qui s'est posé au niveau de la Cour constitutionnelle où le professeur Brice Saint-Saëns avait donc suggéré l'anglais pour un certain nombre donc de formation doctorale. Et on est allé déposer une plainte à la Cour constitutionnelle pour dire, mais comment on peut... Vous voyez. Et quand j'ai dit, mais c'est pas possible, ça devrait être une réaction politique. Ça devrait être... Ce que vous voulez montrer du doigt, c'est qu'on n'investit pas forcément beaucoup dans le capital humain. On ne peut pas le capital humain à affronter les défis du développement. L'anglais aujourd'hui est un défi du développement. Il y a une opportunité pour les Béninois. Parce que l'autre exemple que je veux donner, le Bénin est priorisé, par exemple, dans les universités aux États-Unis, en ce sens que lorsque nos étudiants quittent ici, ils vont directement dans les centres de formation en économétrie, alors que pour les autres pays, par exemple, vous devez passer par Johannesburg, en Afrique du Sud, ou dans certaines formations pour donc faire ce qu'on appelle l'école probatoire, pour vous préparer donc à aller là-bas. Voilà une opportunité qui s'offre à nous. Mais nous avons un blocage, c'est l'anglais. Donc, il faut aujourd'hui que véritablement, on puisse investir dans le capital humain. Lorsque vous allez le faire, vous faites du social. Lorsque vous allez le faire, vous travaillez sur un certain nombre de choses. Et on pourra donc corriger le taux d'analphabétisme, parce que ne pas parler l'anglais aujourd'hui, je suppose... Enfin, à un certain niveau au moins, c'est ça. Et briser les barrières, c'est les pays anglophones. C'est ça. Oui, professeur. Donc peut-être que je vais à quelques mots pour dire, par exemple, que... Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires indiens, chinois, norvégiens, argentins, brésiliens qui viennent ici. Ils ne vont pas parler français, ils vont parler anglais. Parce que, donc, c'est pour dire quoi, que même pour pouvoir, disons, tenir la route et tirer le mieux possible de nos relations internationales, cela est très important. Mais chacun de nous a déjà la base, parce qu'on a appris ça jusqu'en terminale. C'est juste un état d'esprit à avoir, et c'est juste un encouragement à donner pour que, et dans toutes les formations qui sont offertes, et également dans les conversations qu'on a, qu'on puisse faire un effort dans ce sens-là. Et comme il a si bien dit, c'est que l'anglais vous permet d'avoir accès au savoir comment on appelle, international. Voilà, juste une petite anecdote. J'ai lu une lettre que le roi Glélé a écrite à l'empereur Bismarck en 1886. C'était pas en français, c'était en anglais. Et c'était quelqu'un du nom de Henri Dossou, un de ses secrétaires, qui l'a fait, du palais de Romain de Zayenando. C'est pour dire que c'est tout récemment que cette obnubilation par rapport aux Français s'est développée, quoi. Donc, c'est pour montrer simplement que même nos ancêtres ont compris que pour s'ouvrir sur le monde, il faut multiplier, donc, il faut développer l'accès, non pas seulement à la langue du colonisateur, mais à d'autres langues étrangères. Et l'économétrie en particulier, passe par là également. Parce Exactement. que dans certains pays aujourd'hui, on prépare déjà les enfants à parler le mandarin, vu que la Chine est en train de conquérir le monde économique. C'est ça, au moins il faut communiquer avec eux. C'est ça. Alors, quelle garantie, professeur, nous disposons aujourd'hui de la mise en application de ces recommandations? Parce que nous avons vu beaucoup de forats, nous avons vu des rencontres, mais à la fin, on a l'impression que les recommandations vont dans les tiroirs et plus personne n'en parle. En fait, je pense qu'ici, c'est un peu différent parce que ce n'est pas une recommandation qu'on fait au gouvernement. C'est une recommandation qu'on fait à vous et à moi,
à tous ceux qui nous écoutent. Donc, la réponse à cette question dépend de nous. Donc, si les gouvernants nous écoutent et comprennent qu'il faut réformer les programmes de formation au niveau du primaire, enfin au niveau du secondaire en particulier, pour augmenter la dose de statistiques et introduire l'utilisation des logiciels statistiques. Si au niveau donc, universitaire, on comprend que l'économie n'est plus juste développer des notions, mais en fait des outils d'analyse, là, on aura atteint notre objectif. Maintenant, ça nous dépend de nous aussi, parce que si ceux qui nous écoutent, par exemple, comprennent que sur la base des résultats de cette conférence, ils vont encourager davantage leurs enfants aux maths, à la statistique, pour devenir des économistes, ou des économétriciens, on aura atteint notre objectif. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'il faut créer des institutions, même dans le secteur privé, pour promouvoir cela. Et c'est exactement ce que l'École africaine d'économie essaye de faire. Donc, je crois que le défi va être relevé, quoi. Parce que, en tout cas, nous, donc, dans notre école, nous sommes déterminés à faire notre part des choses. Maintenant, il revient à tout un chacun de continuer les discussions et dire, comme M. Pédio l'a très bien dit, on ne peut plus continuer à improviser, on ne peut plus continuer à regarder les choses à l'œil nu. On doit absolument utiliser des données fiables, on doit analyser ces données, on doit faire des prévisions, on doit tracer des graphes pour montrer quelles sont les tendances, des distributions pour montrer comment est-ce que les choses se passent dans le pays. Voir si on est au-dessus ou au-dessous de la moyenne africaine. Quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller. Exactement, où est-ce qu'il faut investir, tout ça. Et que ce soit un réflexe que tout le monde développe. Moi, je pense que je pense que c'est un travail à faire à tous les niveaux et tout le temps. Et je suis persuadé que le message va passer, quoi. Alors, cette rencontre était également une occasion de promouvoir l'utilisation des mathématiques et des statistiques, mais le constat est là, tel que les étudiants de plus en plus fuient les mathématiques et les statistiques dans nos lycées, dans nos collèges, dans nos universités. En tout cas, c'est le cas au Bénin. Et beaucoup de ceux qui ont eu le courage de faire les mathématiques ou ont eu la passion de faire ces mathématiques disent ne pas savoir sur à quoi ça a servi, si ce n'est finalement pour enseigner, tenir la craie, comme on le dit dans le jargon. Doit-on croire que le problème, finalement, se trouve dans la façon dont ces mathématiques sont enseignées dans nos universités, ou bien plutôt ça se trouve au niveau d'une certaine orientation avant, pendant ou après la formation? Je pense qu'il y a un mythe. Il y a le mythe qu'on est mathématicien ou on n'est pas. Alors que les mathématiques, c'est quelque chose qu'on prend, c'est quelque chose qu'on acquiert. Donc, vous avez des gens qui ont un niveau faible en maths, mais parce qu'ils ont compris que, par exemple, pour devenir un bon sociologue, pour devenir un bon ingénieur, il faut qu'ils apprennent les maths. Ils vont aller chercher des notions de maths qui sont appropriées à ce qu'ils veulent faire. Et par conséquent, ils s'améliorent d'année en année. Et ils deviennent des experts dans leur domaine. Donc, la statistique aujourd'hui, c'est incontournable. Donc c'est pour dire que il faut laisser tomber ce mythe-là, que les mathématiciens, c'est des gens qui sont nés, des génies, qui sont capables de faire des calculs compliqués de façon rapide. Il faut comprendre que c'est un outil. De la même façon qu'on doit savoir utiliser l'ordinateur, on doit savoir utiliser le téléphone, on doit apprendre à le faire. Et là, en démocratisant l'utilisation des maths, ça c'est le premier pas pour montrer que voilà. Et maintenant, ensuite, si vous savez que vos chances de trouver un bon emploi sont multipliées par 5, par 10, parce que vous avez appris quelques notions de plus en maths, vous allez le faire. Donc, c'est montrer tout l'éventail de professions, des opportunités qui s'offrent à ceux qui ont des notions de maths. Parce que le problème, c'est pas d'être capable de découvrir des notions nouvelles en maths. C'est savoir utiliser l'outil pour les problèmes qui vous intéressent. Et je pense que si on voit les maths de cette façon, et aussi, plus important, si les professeurs enseignent de cette façon, parce que le problème, une des raisons pour lesquelles beaucoup ont fui la série C, c'est parce que les notes ont plus de chance. Enfin, si vous faites D, c'est difficile que vous ayez 4 ou 5 en sciences naturelles. Mais vous faites série C, vous pouvez avoir 0, vous pouvez avoir 1. Et les profs
ne vous donne jamais plus de 17 ou plus de 18, alors que, par exemple, en sciences naturelles, vous pouvez avoir 20. Donc, c'est même la culture de notation des profs qui parfois encourage les gens dans ce sens. Donc, et je pense que de plus en plus, il y a un changement, parce que je crois que l'année passée, il y a plus d'étudiants en bac C qu'il y a eu l'année qui précède, et ce travail va continuer. Et donc, ce que nous disons ici, ça va contribuer à cet effort-là, parce qu'on va montrer aux gens que apprenez les maths, parce que ça vous ouvre beaucoup plus d'horizons que vous ne croyez. Et là, même si les gens ne font pas C et qu'ils font D, ou bien d'autres séries A même, et ils se donnent un peu plus aux maths, là, c'est tout ce dont on a besoin. Casimir Pétion, je ne vous demanderai pas si vous avez aimé les maths en son temps, mais la réalité est là. La réalité est là. Les élèves désertent les séries scientifiques, séries C et consorts dans nos collèges et lycées, et évitent les facultés des sciences et techniques dans nos universités, alors qu'on en a besoin aujourd'hui pour faire avancer l'économie. C'est vrai, Crépy, et je partirai de mon exemple. J'ai fait la A2, j'ai fait la série A2, donc je m'inscris donc dans la dynamique de détester la mathématique, c'était la bête noire. Patatras, sur le campus d'Abomey-Calavi, je n'ai jamais fait les sciences éco. J'ai fait l'histoire et l'archéologie. Mais vous allez me demander où est-ce que j'ai eu donc ce virus de l'économie. Aujourd'hui, j'essaie quand même d'analyser certaines questions économiques, parce qu'au cours de ma formation au département d'histoire et d'archéologie de l'université d'Abomey-Calavi, j'ai rencontré donc le chemin de l'économétrie. Nous appelons ça, chez nous dans notre jargon, nous appelons ça de l'histoire quantitative. Et nous avons parlé des statistiques. Et figurez-vous, par exemple, que nos professeurs nous ont enseigné de telle manière que du discours d'un leader politique, je peux savoir s'il ment ou s'il ne ment pas, s'il dit la vérité ou s'il ne dit pas la vérité. Parce qu'il y a certaines expressions, il y a certains mots, il y a certaines habitudes, certains comportements, le mimique, qui reviennent, et je peux l'analyser et dire, oui, ce discours, on peut faire foi à ça. On nous a enseigné ça. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc, c'est pour dire que le mythe de la mathématique ne devrait pas être un mythe. Et un peu comme le professeur l'a dit, ça doit s'enseigner à la base, au même moment que l'anglais. L'anglais, ça je le dis, ces deux tableaux, nous devons les tenir depuis la maternelle. L'enfant doit déjà commencer par toucher aux chiffres. Figurez-vous que par exemple en Afrique, ma maman finit de faire ses comptes. Elle n'a pas été à l'école, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle finit déjà de faire ses comptes quand elle revient du marché, et elle sait à combien elle va revendre son produit pour avoir des marges de bénéfices. Et c'est quand elle finit maintenant qu'elle m'appelle, moi qui ai été à l'école, pour venir lui faire les comptes. Et donc, ma maman sait faire la mathématique. Et donc, pourquoi moi, qui quand même a la chance d'aller goûter au français, ne doit pas donc m'intéresser à la mathématique? Ce que vous essayez de dire, c'est que la mathématique est devenue incontournable. Incontournable aujourd'hui. C'est incontournable. Il faut démystifier donc ces notes-là. Vous travaillez bien, vous trouvez 1 plus 1 en mathématiques, c'est égal à 2. Vous ne trouvez pas 2, ben, vous avez 0. Il n'y a rien à faire. En français, on peut dire, bon, vous voyez, 1 plus 1, ça fait 1 plus, ça fait un autre élément, plus 1 encore, ça fait 3 éléments. Donc, 1 plus 1, ça peut être égal à 3. En comptabilité ou bien en commerce, on peut vous dire 1 plus 1, quand vous trouvez 2, c'est que vous avez bête. Faut-il revoir la façon d'enseigner cette mathématique? Il faut maintenant que les médias, par exemple, puissent sensibiliser sur les opportunités d'aller en mathématiques. L'économétrie, par exemple, c'est une branche de la mathématique ou du grand ensemble qui offre plus d'atouts aujourd'hui aux Béninois d'aller sur le marché international pour aller vendre leurs compétences, d'aller au Nigeria pour être ingénieur de ci et de ça, d'aller au niveau de nos banques, monsieur le professeur, nos banques qui sont en surliquidité, qui ne savent pas pourquoi elles sont en surliquidité. Et de l'autre côté, le secteur privé qui recherche le financement, qui ne sait pas comment aller. Il nous faut des économètres ou des économétriciens pour nous expliquer pourquoi il y a ce paradigme-là entre les deux secteurs. Aujourd'hui, on doit pouvoir concilier. Et aujourd'hui, il faut l'expliquer aux enfants, il faut l'expliquer donc au bas âge pour que véritablement les enfants commencent par travailler. Dans une banque où vous avez un économètre, je suis sûr qu'ils n'auront pas les mêmes appréhensions. Figurez-vous par exemple au marché Tantopa, les bonnes dames sont là avec l'argent sur elles,
Donc, objet d'insécurité, alors que les banques sont également assis dans leur bureau attendant que ces banques-là viennent. Pourquoi c'est comme ça? Il faut expliquer aujourd'hui. Il y a des solutions pour ça. Il faut étudier cela, il faut étudier la mathématique pour comprendre tout ça. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller dans les solutions. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Léonard Wantiekon, professeur titulaire des sciences économiques et sciences politiques à l'université de Princeton aux États-Unis, et vous êtes également le président de l'African School of Economics à l'université d'Abomey-Calavi, je crois. Non, c'est une université privée basée à Calavi. À Calavi. Alors, Casimir Pédior, journaliste, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou, au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le suivre sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika. Merci.